Grâce aux efforts fournis par le gouvernement et le peuple malien, la situation est sous contrôle. La dynamique offensive déclenchée par les FAMA a enregistré des résultats importants. Aujourd'hui, nous assistons à la destruction de plusieurs bases terroristes, la récupération de matériel, la libération des localités des joutes des terroristes, le retour des populations déplacées. Monsieur le ministre, quel est aujourd'hui l'état actuel de l'armée malienne, puisqu'il y a une période encore récente, on était habitué aux replis tactiques, à une armée qui était beaucoup plus sur la défensive, mais aujourd'hui, elle est portée à l'offensive. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ce sont les hommes? Sinon, c'est la même armée, c'est le même pays, mais selon vous, qu'est-ce qui a changé? Grâce à la vision du président de la transition, traduite par le programme d'action gouvernemental, les forces armées maliennes sont mieux équipées, mieux formées à hauteur de souhait pour répondre aux aspirations des Maliens. Le soutien de la population est indispensable pour la réussite de notre mission. Qu'est-ce que les FAMA sont en train de faire concrètement pour qu'on puisse dire aujourd'hui que oui, les FAMA sont en train de monter en puissance? Tout d'abord, je salue les plus hautes autorités du Mali et le peuple malien qui ont accepté d'abandonner d'autres priorités pour doter les forces de défense et de sécurité. Par le passé, nos camps étaient attaqués, les villages brûlés, les ripostes n'étaient pas à hauteur de souhait. Les FAMA dépendaient en partie, notamment de l'appui aérien, d'évacuation sanitaire des partenaires. Mais aujourd'hui, avec l'intensification du recrutement, l'acquisition de matériel, notamment le vecteur aérien, la formation, l'entraînement, l'amélioration des conditions de vie des militaires, les FAMA peuvent aujourd'hui mener leurs opérations en toute autonomie. C'est-à-dire, si nous avons un camp qui est attaqué, nos propres aéronefs peuvent apporter l'appui fait nécessaire à ces hommes qui sont sous le feu. On ne le souhaite pas. Si il y a aussi des blessés, nos propres avions peuvent faire des évacuations sanitaires. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que la montée en puissance de l'armée malienne est devenue une réalité. Donc la peur a changé de camp. Aujourd'hui, les FAMA détiennent l'initiative sur le terrain. Par le passé, ce sont les groupes armés terroristes qui nous attaquaient. Mais aujourd'hui, avec la montée en puissance de l'armée malienne, nous les traquons juste dans leur derrière retranchement. Donc nous pouvons dire que la peur a changé de camp. Tous les Maliens aujourd'hui sont fiers de leur armée, de cette montée en puissance, mais en termes de coût, même si on ne peut pas avoir une estimation exacte, le coût, le prix, combien cela va coûter aux contribuables maliens? Ou bien est-ce qu'un jour les Maliens sauront tout ce que cela a coûté? La confiance n'excluant pas le contrôle, bien sûr. Vous savez, comme on le dit généralement, la sécurité n'a pas de prix.
Hier soir, vous avez suivi l'intervention du ministre des Finances. Le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts pour mettre les moyens à la disposition du ministère de la Défense et des anciens combattants. Le matériel que nous achetons, le prix est connu. À chaque fois que nous faisons la réception de nos matériels, nous tenons à éclairer la lanterne des Maliens et des Maliennes. Pour ce qui concerne l'acquisition en cours, je préfère ne pas parler de ça, au risque de dévoiler un peu le secret défense. C'est un processus qui est en cours. Nous avons reçu un premier lot, un deuxième lot. Nous attendons de réceptionner tous les lots pour ensuite communiquer sur le prix. Monsieur le ministre, des opérations en cours un peu partout sur le territoire national. Est-ce qu'on peut dire que ce niveau d'opération sera maintenu par les FAMA? L'état-major général des armées maintiendra cette dynamique. Le rôle du ministère de la Défense et des anciens combattants, c'est de mettre les moyens nécessaires à la disposition de l'état-major général des armées qui a en charge les opérations. Et nous allons continuer à le faire, comme en témoignent les récentes acquisitions par les FAMA. Depuis un certain temps, on parle de plus en plus des relations entre Bamako et Moscou, notamment dans la coopération militaire. Expliquez-nous quelle est la nature de cette relation entre les deux pays, entre le Mali et la Russie, monsieur le ministre. Bamako et Moscou entretiennent des relations diplomatiques franches, dynamiques, bénéfiques pour nos deux États et qui ne datent pas d'aujourd'hui. Nous avons récemment redynamisé cette coopération et le soutien de la Russie au Mali est basé sur le respect de notre souveraineté et la préservation de nos intérêts vitaux. Concrètement, sur le terrain, comment se matérialise cette coopération-là avec les instructeurs russes? Est-ce que c'est eux qui forment les coups de feu, le théâtre des opérations? Est-ce qu'ils font le combat avec l'armée malienne? Contrairement à certaines idées reçues, la présence des instructeurs et des conseillers russes au Mali ne date pas de maintenant. Depuis les années 1960, avec la Première République, l'Union soviétique a envoyé des centaines d'instructeurs et de conseillers russes pour aider le Mali à mieux organiser son armée et son administration. Aujourd'hui, nous avons redynamisé la coopération avec la Russie et la présence des formateurs ici au Mali est essentiellement basée sur l'entraînement de nos hommes, la formation de nos pilotes. Les Russes qui sont ici au Mali ne participent pas au combat, contrairement à tout ce qui s'est dit à travers les médias. Nous avons une très bonne coopération avec l'État russe. Notez-vous déjà des progrès avec l'arrivée de ces formateurs au Mali? Qu'est-ce qui a changé concrètement?
Depuis l'arrivée des instructeurs et des conseillers russes au Mali, nous avons constaté l'amélioration de la situation sécuritaire sur le terrain. Et aujourd'hui, les Russes nous ont aidés à récupérer plusieurs matériels qui étaient en panne ici, notamment des aéronefs, des blindés. Donc, nous comptons vraiment maintenir cette dynamique de coopération. On parle de Russie aujourd'hui, mais avant, Monsieur le ministre, il y avait un pays qui s'appelait la France. Aujourd'hui, on est au bord de la rupture avec la France en termes de coopération militaire. Vous, quel bilan faites-vous de la présence de Barkhane? La France a décidé de façon unilatérale du retrait des forces Barkhane et Takuba. Donc il appartient à la France de faire le bilan de son opération. Le gouvernement de la transition a pris acte de ce retrait et des dispositions ont été prises afin d'éviter la création d'un vide sécuritaire. Mais pour les autorités du Mali, un seul critère d'évaluation reste important, à savoir quel est l'impact de cette opération sur le Mali et sur le peuple malien. Et sur ce point, nous pouvons dire qu'après 9 ans de présence massive de forces internationales, malgré quelques victoires tactiques, la situation globale s'est dégradée. L'insécurité qui était concentrée au nord s'est propagée vers le centre et le sud du pays. Sur le terrain, Monsieur le ministre, c'est quasiment l'escalade, c'est très très tendu. Est-ce qu'il y a de chances qu'on assiste à des affrontements entre forces armées maliennes et forces de Barkhane sur le terrain, puisque apparemment la France ne veut pas aller maintenant et tout de suite. Le Mali ne l'entend pas de cette oreille-là. Nous ne pensons pas que nous allons arriver à ce niveau. J'ai suivi l'intervention, je ne sais pas si c'est un sénateur français qui avait parlé de cette possibilité d'affrontement entre les forces françaises et les FAMA. Mais nous ne sommes pas du tout dans cette logique. Nous avons sensibilisé et nous allons continuer à sensibiliser nos forces dans la mesure du possible à éviter ces incidents. Monsieur le ministre, quand on parle du retrait de Barkhane au Mali, on pense tout de suite à Gossi. Que s'est-il passé à Gossi concrètement? On assiste beaucoup à une véritable guerre informationnelle concernant cette localité. Tout d'abord, je tiens à m'incliner devant la mémoire de ces victimes, pour le moment inconnues, dont les corps ont été découverts dans ce charnier à Gossi, non loin de l'emprise qui venait d'être rétrocédée aux FAMA. Le procureur a ouvert des enquêtes pour faire la lumière sur cette tragédie. Mais certains médias lancent des rumeurs tendant à incriminer les FAMA. Mais nous pouvons dire que l'état de putréfaction avancé des corps au moment de leur découverte exclut toute implication
des forces armées maliennes qui venaient d'arriver sur les lieux. Nous déplorons aussi l'utilisation de la mort de nos concitoyens par certaines puissances étrangères qui n'hésitent pas à utiliser des moyens subversifs et illégaux en violation flagrante de notre espace et de notre souveraineté pour tenter de discréditer nos actions et nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Mais aucune manipulation de l'information ne nous fera douter la justesse de notre combat. Et à Moura, Monsieur le ministre, pourquoi la version des Fama diffère autant de celle des médias occidentaux? Le bruit autour de Moura résulte un peu du même raisonnement infantilisant et contre-productif que nous ne comprenons pas et nous n'accepterons jamais. Les peuples africains ont gagné en maturité et comprennent le jeu qui se trouve derrière cette manipulation informationnelle. Le Mali est issu des grands empires. Nous connaissons la valeur de la vie humaine. Nos ancêtres ont eu à protéger les droits de l'homme avant beaucoup d'autres civilisations. Nos institutions judiciaires fonctionnent et nous n'avons pas de leçons à recevoir. Vous voulez nous dire que les Fama ont opéré à Moura avec professionnalisme, en toute responsabilité? Ce que je voudrais que les Maliens et les Maliennes, surtout les Africains, puissent comprendre. Ce qui se passe ici au Mali est complexe. La guerre se fait à plusieurs niveaux. Le premier niveau, ça c'est le niveau classique que tout le monde connaît. Les militaires ont les moyens, ils sont engagés sur le théâtre des opérations, ils se battent. Mais aussi, il y a la guerre informationnelle. Donc la guerre, ça se fait aussi au niveau des médias. Et le troisième niveau, ça c'est les droits de l'homme. Nous comprenons tout cela. Les gens qui accusent les Fama de manque de professionnalisme, ils ont leurs idées, ils défendent leurs intérêts. Mais je peux vous rassurer que nous avons été professionnels. Professionnels là, parce que nous sommes là pour défendre nos populations. Et nous pensons que personne ne peut aimer le Mali plus que le Malien. Personne ne peut aimer l'union des Maliens plus que les Maliens eux-mêmes. Donc nous devons faire attention, nous devons être prudents pour ne pas faciliter le travail de ceux qui nous combattent. D'accord. Monsieur le ministre, vous avez reçu récemment une délégation du Burkina Faso, toujours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. À quoi faut-il s'attendre dans cette perspective-là? Est-ce qu'on est en train d'aller vers un jeu 2
Sahel, par exemple, entre le Mali et le Burkina? Le Mali est un pays ouvert, à l'instar de notre coopération avec la Russie. Le Mali reste ouvert à tous les pays qui partagent notre vision, qui nous respectent en tant qu'État et qui préservent nos intérêts. Nous avons reçu une délégation du Burkina Faso. Nos échanges ont porté sur l'amélioration de la situation sécuritaire. Ce que nous devons comprendre, si le Mali est stable, si nous arrivions à maîtriser notre situation sécuritaire, si le Burkina ne l'est pas, ça veut dire que le travail n'est pas achevé. Aucun pays seul ne peut lutter efficacement contre le terrorisme. Justement, parlant de lutte contre le terrorisme, notre pays, le Mali, a besoin aujourd'hui concrètement de quoi pour mettre fin à ce terrorisme sur le territoire national? Nous sommes convaincus que la seule force armée ne peut pas résoudre définitivement le problème du terrorisme. Pour stabiliser notre pays, certes, nous devons vaincre les extrémistes, la sécurité étant le premier pilier du programme d'action gouvernemental. Mais nous devons surtout convaincre notre population que le gouvernement reste le meilleur garant de leur développement et de leur prospérité. Pour cela, nous devons nous réadapter en adoptant des réformes politiques et institutionnelles courageuses permettant l'émergence d'un Mali nouveau, espéré par tous les fils du pays. Monsieur le ministre, vous avez parlé de réformes, on est dans les perspectives. Quelle est la place des forces armées reconstituées, par exemple, dans la nouvelle armée du Mali? On a vu récemment, lorsque des positions du Gatia avaient été attaquées dans les environs de Ménaka, l'armée malienne est intervenue à travers des frappes. Le Mali a une armée nationale. C'est vrai qu'à un certain moment de notre histoire, il y a eu des incompréhensions entre les fils du pays. Mais déjà, nous sommes engagés dans un accord. Et l'accord avance. L'armée nationale du Mali a le devoir de protéger tous les fils et toutes les filles du pays. Et c'est ce travail que nous accomplissons, sans distinction d'ethnie ou de communauté. Nous sommes au service du peuple malien. Toujours en parlant de perspective, à quoi devons-nous s'attendre de votre part à la tête du département de la défense et des anciens combattants pour renforcer davantage les forces armées maliennes? La dynamique actuelle est positive.